Saluté Kondiski-Pouli, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Bibliothéca et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au programme un petit peu différent de d'habitude puisque en fait ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. D'ailleurs très bonne année à tout le monde. Mais en fait du coup puisque je n'ai pas sorti de vidéo depuis un moment, mon cycle de lecture lui a continué d'avancer et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une nouvelle vidéo mais pas en analysant un seul livre mais en fait tous les livres que j'ai lus et sur lesquels je n'ai pas encore fait de vidéo pour le moment. Et on commence tout de suite avec le premier. Bon visionnage à vous. Et on commence donc par le premier livre, L'Arrache-Cœur de notre bien-aimé Boris Vian. Alors c'est un livre extrêmement étrange, L'Arrache-Cœur de Boris Vian, et c'est le dernier qu'il a écrit, je crois que c'est en 1953 ou alors milieu des années 50. Boris Vian, pour le rappel, pour rappeler ses dates à peu près, c'est 1919-1959. Et pour ceux qui connaissent Boris Vian, c'est vraiment un écrivain et même plus une personnalité extrêmement couteau suisse, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, il était musicien, il était un peu journaliste, il était un peu écrivain. De base, il sortait de Centrale Paris, voilà, de base, il devait faire ingénieur. Et d'ailleurs, son premier bouquin, ça parle un peu de ce milieu des ingénieurs de Paris. Et en fait, non, il a plutôt voulu faire un peu ce qu'il voulait. C'est vraiment ça, la vie de Boris Vian. C'est vraiment une personne qui a complètement dynamité les codes de l'époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit des bouquins extrêmement polémiques, comme J'irai cracher sur vos tombes, et du coup d'autres bouquins qui ont tous l'air au début extrêmement confus, très bizarres, et en fait on se rend compte qu'il parle en fait de quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc du coup L'Arrache-Cœur c'est son dernier roman, et apparemment le roman le plus personnel de Boris Vian, puisqu'il traite surtout de son enfance, mais comme du coup tous les autres romans, il a un ton de base extrêmement léger, très bizarre, presque absurde. Voilà, on peut avoir des enfants qui volent un peu partout. De base, le personnage principal c'est un gars qui s'appelle Jacques Mort, et il fait un métier que j'ai pas très bien réussi à mémoriser, mais il psychanalyse les gens. Il faut savoir que Boris Vian il aimait beaucoup se foutre de la gueule des psychanalystes et des philosophes, et en particulier Jean-Paul Sartre. Et donc voilà, du coup L'Arrache-Cœur, voilà, le roman le plus personnel de Boris Vian, un petit livre qui se lit très vite et qui est donc le dernier roman de Boris Vian, qui n'a pas connu un très bon succès. Donc en fait voilà, on suit Jacques Mort et qui arrive en fait dans une espèce de ville où il rencontre une famille qui met au monde avec une femme et un homme dont la femme en fait met au monde des enfants. L'homme finit par partir, etc. Voilà, Boris Vian c'est un peu comme les livres de Philippe K. Dick, c'est pas très facile à pitcher on va dire, mais c'est quand même, voilà, ça fait partie des livres que je voulais lire depuis un moment, L'Arrache-Cœur. Sinon en livre bien de Boris Vian, il y a L'écume des jours qui est un peu plus accessible je trouve de mon point de vue. Mais voilà, Boris Vian, je vous encourage à lire Boris Vian parce que c'est ça change un peu d'habitude, en tout cas pour la littérature du milieu du XXe siècle. Enfin, ça change clairement de François Mauriac dont on va parler après. C'est vraiment très intéressant de lire ça. Je pense que ceux de ma génération, vous l'avez peut-être au moins entendu parler, peut-être au collège ou au lycée. Mais voilà, je vous encourage à lire Boris Vian. Donc ensuite, on va parler de Thérèse d'Esquerroux. Alors des 5 livres que je vous présente aujourd'hui, non, j'allais dire c'est mon préféré, mais non, il y a Pierre Lemaitre qui arrive après évidemment. On va dire du coup que c'est mon deuxième préféré, Thérèse d'Esquerroux de l'écrivain François Mauriac. Alors je précise, on peut dire d'Esquerroux, ça s'écrit d'Esquerroux, d'Esquerroux, il y a même d'Esquerrousse en gascon apparemment. Voilà, donc vous pouvez le dire un peu comme vous voulez, mais ne me dites pas que j'ai écorché le nom, parce que vraiment il y a plusieurs dénominations possibles. Donc en fait le pitch, qui va être beaucoup plus simple que Boris Vian a élaboré, c'est tout simplement un couple marié. C'est donc la France des années 20, des années 30 à peu près, au sud-est de la France, dans le territoire un peu gascon. On suit la vie d'un couple en fait qui a été marié par alliance, voilà, un peu comme au Moyen-Âge. C'est pas des nobles, mais c'est des bonnes familles, on va dire, qui se marient par alliance pour rassembler les terrains. Et du coup on suit donc la vie de Thérèse d'Esquerroux et plus particulièrement en fait la vie qui suit son procès, puisqu'elle a tenté d'assassiner son mari. Voilà, en fait l'histoire s'ouvre sur la fin de ce procès. En fait Thérèse d'Esquerroux, parce qu'elle avait un très bon avocat, a réussi à être acquittée de la tentative d'empoisonnement de son mari. Elle n'a pas été reconnue coupable, mais en fait en suivant les discussions, on se rend compte en fait que tout le monde sait qu'elle est coupable, mais qu'on a réussi du coup à l'innocenter. D'ailleurs, il y a un passage, un dialogue très marrant avec son avocat, on sent que le gars est vraiment en train de s'essuyer le front tellement il a plaidé. Voilà, donc en fait, ce bouquin de François Mauriac nous fait rentrer dans la psychologie de Thérèse d'Esquerroux,
Tout le début du livre, c'est elle est dans le train, elle est sur le point de rentrer chez elle, elle sait pas comment son mari va réagir à ça, parce que son mari est toujours vivant, donc il faut se mettre un peu à la place du mari, comment je réagirais si ma femme tentait de m'empoisonner. On se rend compte en fait que c'est l'ennui causé par ce mariage arrangé qui l'a poussé à commettre un tel acte. Et au moment de rentrer chez elle, en fait, on a presque de la pitié et de la compassion pour Thérèse d'Esquerroux. On croit que son mari va la pardonner, mais non, son mari, il n'a rien à faire, il la traite vraiment comme une meurtrière, parce c'est ce qu'elle est finalement. La confrontation, elle est assez brutale et elle est complètement isolée par son mari. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est le cadre posé par François Mauriac. François Mauriac, c'est vraiment la fine crème de la littérature française du XXe siècle, académicien, prix Nobel de littérature, grand prix roman de l'Académie française, etc. Donc en fait, ça se place dans un petit village fictif des Landes qui s'appelle Argelouze. Les Landes, c'est dans le sud-est de la France, sud-ouest, pardon. Et en fait, c'est vraiment le genre de roman qui me fait me sentir un peu en vacances, faire me sentir un peu dépaysé. Mauriac plante vraiment un décor très très agréable, et c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et aussi, du coup, sous couvert de drame familial, il y a ce cadre qui un peu vient contrebalancer ce climat assez tendu quand même, et c'est très agréable du coup à lire pour cette raison. Donc ensuite, le roman cette fois-ci que j'ai préféré dans cette pile de livres dont on parle aujourd'hui, Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Ok, c'est un bouquin que j'ai absolument adoré. Donc ça raconte l'histoire de deux soldats de la Première Guerre mondiale, à quelques jours de l'armistice de 1918, alors que tout le monde dans les tranchées en France attend la fin de la guerre, il y a presque plus de combats. En fait, malheureusement pour eux, ils sont sous le commandement d'un capitaine un petit peu sadique, le capitaine Pradel, qui en fait orchestre le meurtre de deux soldats qui partaient en reconnaissance pour du coup créer une attaque, faire que l'état-major français va ordonner une attaque, dans lequel il y a ces deux soldats donc qui s'appellent Albert et Édouard. Albert en fait découvre pendant l'attaque que c'est le capitaine Pradel qui a tué les deux soldats qui a amené l'attaque, et il est sur le point de se faire tuer par le capitaine Pradel, mais Édouard finit par le sauver, mais au prix de son propre visage. Voilà, Édouard, en fait, ça devient une gueule cassée par la suite. Les deux survivent à la guerre, ils survivent à cette attaque. Et en fait, ce bouquin raconte leur histoire, tout simplement. L'histoire à la suite de cette guerre, ça fait un peu roman policier, parce que le lecteur sait du coup ce qui s'est passé avec le capitaine Pradel, qu'on retrouve par la suite, qui devient un industriel corrompu jusqu'à l'os. Et voilà, il y a une histoire de trafic de monuments aux morts. C'est lui qui organise c'est très lugubre, hein, qui organise l'arrivée des cercueils pour enterrer les soldats morts dans des cimetières militaires pour faire des monuments aux morts. Et en fait, il achète volontairement des petits cercueils pour faire des économies. Finalement, je rigole parce que c'est vraiment c'est terrible, quoi. Et du coup, voilà, on suit l'histoire de Édouard et Albert qui essaient de survivre tant bien que mal dans ce monde. En fait, ce qui est très intéressant, ce qu'a écrit Pierre Lemaitre, c'est vraiment un monde après la guerre qui m'a assez étonné, parce que moi je pensais qu'après la guerre, la France, il y aurait un élan, une espèce de regain de patriotisme, et il y en a eu un. Après la guerre, il y a eu tout le monde était patriote, on était content, on avait gagné la guerre, mais en fait on était surtout patriote envers les soldats qui étaient morts pour la France. Et en fait, à cette époque-là, les gens avaient complètement oublié les dizaines de milliers de soldats qui étaient rentrés chez eux, qui avaient fait les 4 ans de guerre parfois, et qui avaient totalement survécu. Et en fait, tout le monde a oublié ces gens-là. Et on se rend bien compte de ça quand on lit le livre de Pierre Lemaitre. Donc voilà, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, c'est un bouquin que j'ai absolument dévoré. C'est un de mes écrivains préférés, Pierre Lemaitre. J'ai aussi adoré 3 jours et une vie, que je vous conseille, mais c'est incroyable. C'est un thriller psychologique génial, où on est dans la peau d'un enfant assassin de 12 ans. C'est génial. Et c'est aussi du coup le premier épisode de sa trilogie Les Enfants du Désastre, Au revoir là-haut. Il y a 2 livres qui suivent ça. Celui qui vient après, c'est Les Couleurs de l'incendie, dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Et donc voilà, Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Donc ensuite on passe sur les 2 bouquins que j'ai lus pendant ces vacances de Noël, entre 2-3 révisions de partiels. Donc pour commencer, Marie Scondé, Moi Tituba sorcière, que j'ai bien aimé aussi. Ça raconte l'histoire, on est au XVIIe siècle, dans les colonies anglaises des Caraïbes, où on suit l'histoire en fait de tout simplement Tituba,
un personnage réel, hein, qui a vraiment existé, qui était une esclave, qui a été vendue à plusieurs maîtres. Au final, elle a fini par arriver aux États-Unis, les États-Unis du XVIIe siècle, qui commencent à devenir une colonie. Et en fait, Maryse Condé se base sur une histoire vraie. En 1692, le procès des sorcières de Salem, où en gros plusieurs dizaines de personnes ont été accusées de sorcellerie. En fait, les gens, pour vous la faire courte, les gens étaient tellement éloignés des civilisations qu'ils étaient obligés quelque part de rester sous l'autorité, beaucoup de la religion surtout. Et donc en fait ça a créé cette espèce de vent de panique où les gens pensaient qu'ils étaient sous l'emprise du démon et que c'était la faute de personne, qui était sous l'emprise du démon. Et du coup, Tituba, la personnage principale qu'on suit, fait partie de ces sorcières de Salem. Et du coup, Maryse Condé, elle a eu l'idée de reprendre cette histoire et d'en faire un roman. C'est un peu une biographie romancée. Où voilà, dedans elle a vraiment des pouvoirs magiques, elle suit les enseignements d'une vieille prêtresse, etc. Et c'est vraiment excellent dans la mesure où voilà, on a d'un côté on montre le monde anglais et des Caraïbes du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, pardon, et de l'autre côté, voilà, on suit l'histoire de Tituba, la sorcière. Et voilà, c'est vraiment génial comme histoire. Et puis la fin surtout, j'ai adoré la fin, qui est extrêmement, extrêmement triste. Et du coup, pour terminer, on a Olivia Rosenthal, Que font les reines après Noël. Ça aussi, un petit bouquin qui se lit extrêmement vite aussi, que j'ai adoré, où dedans, il y a Olivia Rosenthal expérimente, ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, l'expérimentation de romans, avec en fait la succession de plusieurs paragraphes, et du coup 2 histoires qui sont racontées en même temps. Donc dans la première histoire, on suit l'enfance de ce personnage principal qui n'est pas forcément déterminé, hein, on voit pas trop un peu qui c'est. On peut penser que c'est l'autrice, moi c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Donc en fait voilà, dans la première histoire, c'est l'enfance un peu voilà, qui se base sur je veux un animal de compagnie, c'est vraiment voilà, c'est le thème général, c'est les animaux en fait. Et de l'autre côté, l'autre histoire, c'est en fait la vie professionnelle de cet enfant qui devient par la suite soigneur, militant pour les animaux, etc. Et voilà, en fait, du coup, le livre instaure un rythme extrêmement intéressant avec une succession de paragraphes, toujours la même chose. Donc, on enchaîne à chaque fois sur les 2 histoires, c'est jamais genre 2, 2, 1, c'est vraiment à chaque fois le même rythme avec la première histoire, la deuxième, la première, la deuxième, etc. Et c'est vraiment pas mal, on a l'impression de lire 2 livres en même temps. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup adoré ce bouquin, voilà, sinon sur le reste, ça c'est vraiment sur la forme, sur le fond, c'est une histoire assez agréable à lire. On sent un peu l'idée de l'autrice de sensibiliser sur la cause animale notamment, avec quelques petites descriptions sur les abattoirs notamment. Je crois qu'un West, à un moment donné, il y a une petite description sur les abattoirs où voilà, il y a une espèce d'arc comme ça sur ça. Voilà, du coup, Que font les reines après Noël de Olivia Rosenthal. Je connaissais absolument pas l'autrice et c'est une très agréable découverte. Ça reste quand même une très bonne autrice qui est assez connue, notamment parce qu'elle a instigé le début des masters en création littéraire. Voilà, en fait, les apprentis, entre guillemets, les apprentis écrivains peuvent arriver en master et passer un master pour apprendre à écrire des livres, quelque part. Et donc voilà, du coup, Olivia Rosenthal, Que font les reines après Noël, c'est le dernier livre de cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit peu fourre-tout pour un peu commencer la nouvelle année. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera de Métro 2033 de Dmitri Glukovski, l'adaptation, enfin le roman dont est adapté le jeu vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce sur ce aussi, ça me fait extrêmement plaisir pour me souhaiter la bonne année quelque part. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut été, Kondiski Poli.